honoré de m'exprimer aujourd'hui devant ceux qui ont la lourde tâche de réaliser ces documents que sont les SCOT. Je dois dire que je suis d'autant plus heureux que ça me ramène 10 ans en arrière. Jeune doctorant, j'attaquais ma thèse à Grenoble sur la planification de la ville bas carbone. Et j'ai pu être le témoin du travail, notamment de l'agence d'urbanisme, sur le SCOT à ce moment-là. Et j'avoue que j'avais été absolument impressionné à la fois par les tailles des documents, mais aussi par la patience du travail des élus et des techniciens, par l'effort de coordination, de gouvernance entre territoires, l'effort aussi de connecter l'ensemble des problèmes du territoire dans une vision, dans un document. Et finalement, notre exploration des enjeux du numérique, que vous avez commencé à décrire, nous ont montré que c'était précisément ces valeurs-là qui manquaient aujourd'hui cruellement pour que l'innovation du numérique apporte de réels bénéfices au territoire. Je vais essayer de réaliser un décryptage assez bref, c'est ce qu'on a discuté avec les organisateurs, un décryptage sur la base de ces travaux qu'on a menés et qui a justement pour objectif de montrer qu'il y a eu une énorme bulle, buzz autour de la ville numérique, de la Smart City. Et vous allez le voir, ma conviction, c'est que la vraie ville, les vrais enjeux urbains, ils sont plutôt de votre côté que du côté de tous ces nouveaux bidules numériques, même s'il y a plein de choses intéressantes à en tirer, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors j'aurai un propos assez général, je vais essayer de faire le lien au fur et à mesure avec des enjeux d'aménagement, les enjeux clés du SCOT. Alors finalement, c'est le titre de cette présentation et c'est un peu le cœur de notre ambition. C'est finalement essayer de contribuer à une convergence de deux transitions. Mais de quoi on parle? En fait, j'aime bien cette citation parce que c'est un collègue de la communauté du numérique qui est venu nous voir et qui avait cette vision en disant « mais vous avez une transition écologique, vous êtes mis d'accord sur l'horizon de long terme. On sait qu'on doit atteindre la neutralité carbone, on sait qu'on doit nourrir l'humanité, on sait qu'on doit réduire l'impact sur la biodiversité. Par contre, vous avez beaucoup de mal à enclencher ces transitions, on a beaucoup de mal à avancer et à atteindre nos objectifs. Et nous, du côté de la révolution numérique, c'est le contraire. On change tout, tous les jours, on casse un jour, on refait le lendemain, on a une innovation qui arrive, l'entreprise devient d'un coup valorisée à des milliards, etc. Par contre, on n'a pas d'horizon collectif. Rien ne nous dit où nous mène la transition numérique, et encore moins est-ce que collectivement on a choisi où est-ce qu'elle va nous mener en termes de données personnelles, en termes énergétiques, etc. Et donc c'était le pari de départ de se dire, il y a deux grandes transitions, une qu'on souhaite, une qui a lieu, est-ce qu'on ne peut pas essayer de les faire converger ? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que, puisque chacune a besoin de l'autre, on travaille ensemble? Donc ça a été le travail qu'on a mené à l'IDRI, mais avec d'autres acteurs. Donc là, quand je parle de révolution numérique, de manière générale, je parle de l'Internet, du développement de l'Internet mobile, de ces géants américains qui ont pris une place de plus importante dans nos vies, que ce soit les Facebook, les Google, les Uber, etc. Mais aussi de toute cette pléthore de start-up sur tous nos territoires qui innovent sur la base des données, des algorithmes, etc. Alors, nous, du point de vue d'un acteur, donc l'IDRI, on est une fondation de recherche sur les questions de développement durable. Donc nous, on s'intéresse au climat. Notre fondatrice, Laurence Tubiana, a négocié l'accord de Paris avec Laurent Fabius. On s'intéresse à la biodiversité, on s'intéresse à l'océan. Pourquoi diable s'intéresser au numérique? Notre point de départ, c'est finalement de se dire, nous, on passe notre temps à essayer de réfléchir, c'est quoi la société à 2050 ? À quoi ressemble un territoire neutre en carbone, autosuffisant en termes alimentaires en 2050 ? Et quand on fait cet effort de projection, on peut bien sûr ne pas mettre de côté le numérique qui aujourd'hui modifie la façon dont on se déplace, la façon dont on s'informe, la façon dont on se coordonne, la façon dont même on va acheter nos courses avec une application au supermarché. Et donc pour nous, ça venait de là simplement de se dire il faut comprendre ce que fait la transition numérique parce qu'on ne peut pas penser un futur écologique sans cette vision. Les travaux qu'on a menés, et là je le résume de manière vraiment très courte, mais on a mené un ensemble de travaux sur l'économie collaborative, le prêt de biens, la mobilité collaborative, etc. On s'est rendu compte de manière générale que oui, il y a des solutions qui sont liées au numérique, il y a des opportunités, comme leurs promoteurs les mettent en avant, mais il y a aussi un ensemble de risques, et j'y reviendrai juste après.
Et le troisième point sur lequel je voulais mettre l'accent également, c'est qu'on s'est rendu compte, finalement, entre communautés plutôt écologiques et communautés numériques, on ne parlait pas le même langage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi vu quand on travaillait avec les collectivités locales, avec des acteurs plus en prise avec des enjeux d'aménagement et d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il y a un monde du numérique qui a ses visions, ses valeurs, ses termes, et qu'il y a un vrai travail pour se parler. Et c'est ce travail qu'on a essayé d'initier pour essayer de comprendre comment on pouvait avancer. Alors, juste un point sur les risques. Je pense que c'est toujours utile de se rappeler que le numérique, puissance virtuelle, a une empreinte environnementale, elle, bien réelle. Là, je cite des chiffres du Shift Project de l'année dernière, mais simplement parce qu'on est dans un monde où on demande à tous les secteurs de réduire leur consommation énergétique et qu'il y a un secteur comme le numérique qui voit sa consommation énergétique augmenter fortement tous les ans. Selon ces calculs, on était à peu près à plus 9% par an. Que finalement, ce secteur qui nous paraît immatériel commence à prendre une place globale qui est en fait assez importante. On parle de peut-être entre 4 et 8% de la consommation mondiale d'énergie en 2025 qui serait liée à ce secteur, de la production à l'usage. Se rappeler également que finalement, on parle beaucoup de data center, etc. C'est un peu cristallisé le débat, mais fondamentalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une grande partie de l'impact environnemental du numérique, il est lié à la production des milliards de smartphones qui sont sur notre planète, des réseaux, de la production de tous les périphériques. Donc ça, c'est forcément un enjeu important pour tout à chacun quand il s'agit de renouveler son équipement. Et puis, dernier point, qu'on commence à mieux comprendre, le numérique nécessite un certain nombre de ressources rares et c'est toute une nouvelle géopolitique avec différents risques. Un point que je voulais juste partager avec vous, parce que c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse aux enjeux écologiques du numérique, on se rend compte qu'on revient à des enjeux très classiques de l'écologie et qui sont très peu partagés par les acteurs du numérique. Par exemple, le fait qu'on est sur une planète finie et que même si on développe des énergies renouvelables, et donc certains acteurs se disent mais finalement nous, acteurs du numérique, on consomme de l'électricité renouvelable, donc c'est pas un problème si on en consomme plus de 10% par an. Bah, en fait si, parce qu'à un moment donné on aura aussi une électricité renouvelable qui sera limitée, on ne va pas mettre des éoliennes et des panneaux solaires sur l'ensemble de la planète, et donc on ne peut pas partager des visions aussi différentes du futur entre deux communautés. L'effet rebond, bon, classique, on l'a tous expérimenté. On a des téléphones plus puissants et plus de débit, donc on a des vidéos avec plus de pixels qui consomment plus d'énergie, etc., etc. Et donc au final, même si on a amélioré l'efficacité énergétique de nos téléphones, finalement, on va consommer la même quantité d'énergie ou un peu plus parce qu'on pourra faire beaucoup plus avec. Donc ça, c'est une question très classique de l'écologie, mais le numérique s'inscrit là-dedans. Et puis, la face cachée des analyses de cycle de vie, simplement pour dire que c'est typiquement un sujet où il faut regarder l'ensemble du tableau pour comprendre l'impact écologique, et c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, conscient à la fois de la dynamique très intéressante portée par la révolution numérique, mais aussi de ses impacts. On a travaillé avec des partenaires, alors le WWF France, la FIN, qui est un think tank du numérique, Green IT, qui sont des experts de comment réduire l'impact énergétique du numérique, et le Conseil national du numérique, a un livre blanc qu'on a remis l'année dernière au secrétaire d'État du numérique et de l'écologie, pour essayer de dire, bon, on ne peut plus avoir deux communautés qui sont chacun dans leur coin, on ne peut plus faire des plans d'innovation, des plans de numérique au sein de l'État qui ignorent complètement l'écologie, et de l'autre côté peut-être des politiques écologiques qui pourraient tirer profit de certaines innovations du numérique. Et donc on a essayé d'ouvrir un agenda, et c'est ce que je vous présente, ça c'est avant tout pour vous dire ça, c'est de dire aujourd'hui de plus en plus de personnes, y compris au niveau national, comprennent qu'il y a un agenda commun, qui est le numérique et qui est l'environnement, et qu'il faut agir en même temps à réduire l'impact du numérique, orienter l'innovation vers l'écologie, faire en sorte que aussi le numérique soit utilisé quand il est utile pour l'écologie. Je ne vous cache pas qu'on est au début de cette dynamique, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'on est dans ce contexte-là et il faut faire de grands progrès. Nous, on a fait le modeste premier pas avec nos partenaires. Alors,
je voulais faire un point un peu plus long sur les enjeux de mobilité. Mobilité qui nous touche tous, qu'elle soit très urbaine ou très rurale, ou la plupart du temps entre les deux, et qui connecte nos grands territoires. Alors la mobilité, c'est évidemment un des secteurs sur lequel il y a le plus d'innovation, ou en tout cas il y a le plus d'innovateurs, qui nous font beaucoup de promesses sur la façon dont on va se déplacer demain, et grâce d'ailleurs auxquelles on va rendre cette mobilité plus durable. Et donc on a voulu mettre notre nez là-dedans et s'interroger sur la façon dont ça pouvait fonctionner. Alors je vais commencer par finalement un sujet qui est très médiatisé, qui fait l'objet de dizaines et dizaines de milliards d'investissements à l'égard de la planète, qui est le véhicule autonome, la mobilité autonome. On a fait un gros travail sur ce sujet parce que voilà, on voyait l'émergence d'énormément d'intérêts et d'énormément d'investissements de la part d'un grand nombre d'acteurs très différents, que ce soit les constructeurs automobiles classiques ou les acteurs du numérique, et avec beaucoup de promesses. Alors, cette mobilité autonome, c'est génial, elle sera peu onéreuse, elle sera accessible à tous. Grâce à cette mobilité autonome, très rapidement, on va réduire la mortalité routière. Ces véhicules autonomes, bien sûr, ils seront électriques, ils seront partagés. Bref, il ne s'agit plus que d'attendre que la mobilité arrive autonome pour nous délivrer tous des problèmes de mobilité. Et bien sûr, ce discours, principalement porté par les acteurs du privé, s'accompagnait d'un autre discours qui était vous, acteurs publics, préparez-vous, soyez prêts, nos voitures, elles vont arriver. Bon, d'ici 2 ans, 3 ans, nous, quand on travaille avec Paris, à ce moment-là, il y avait vraiment cette idée, mais ça va arriver. Donc, acteurs publics, soyez prêts. L'innovation va se dérouler devant vos yeux. Alors nous, on s'est posé une question toute bête, c'est de se dire, mais finalement, à quoi ça sert la mobilité autonome? Et surtout, est-ce que ça répond à nos problèmes? Parce que des problèmes de mobilité, on en a plein. Là, j'en ai listé 6 catégories un peu principales. Il y a des enjeux de formes urbaines qui sont au cœur de vos préoccupations. L'assurer l'accès financier, mais aussi géographique à la mobilité, améliorer le partage, l'efficacité énergétique de chaque kilomètre, bien sûr décarboner, un grand enjeu, que ce soit notamment dans les centres urbains, mais d'allouer l'espace entre les différents usages, et puis bien sûr maîtriser la consommation de ressources. Et on a fait un exercice vraiment de se dire, mais est-ce que ça répond à ces questions? Et en fait, on s'est rendu compte que globalement, la mobilité autonome, il y a de fortes chances pour qu'en se développant, elle n'apporte pas de solution à ces problèmes, voire même qu'elle les aggrave et qu'elle apporte de nouveaux risques. Et on s'est rendu compte, et c'est pour moi vraiment c'est vraiment un enseignement personnel de cette exploration. On se rend compte en travaillant sur ce sujet que les juristes, par exemple, sont fascinés par l'innovation technologique de la mobilité autonome parce que c'est des problèmes incroyables à résoudre en termes de droit. Que les ingénieurs et les informaticiens sont fascinés par l'enjeu de faire rouler une voiture seule. Que ceux qui font de la finance ou des business models sont fascinés par ce nouveau marché de la mobilité autonome. Et finalement, on y va, on le fait, on met des milliards et des milliards sur la table, mais on ne sait pas exactement où est-ce que ça va nous mener. Et en tout cas, ça ne paraît pas résoudre à court terme ni à moyen terme les enjeux qui sont les nôtres en termes de mobilité. Donc pour nous, pour moi, c'est vraiment un exemple de exactement l'inverse de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit faire notamment à partir des travaux, des documents de planification que sont les SCOT ou que sont les PDU ou que des documents plus de vision de la mobilité au niveau national, qui est mais finalement quelle est la mobilité que l'on souhaite? Et d'ici là, quelles sont les innovations dont on a besoin, que l'on veut souligner? Je vous mets cet exemple simplement pour un travail qu'on a publié en octobre, mais qui s'intéressait à une question toute bête, les millions de kilomètres de routes qu'on a en France. On a là, en fait, des innovateurs qui, grosso modo, font l'hypothèse que les routes n'auront pas de trous, auront des lignes blanches parfaitement tracées et avec des panneaux, à minima, parfaitement visibles. Bien sûr, ces conditions ne sont pas réunies. Sur la plupart des espaces routiers en France, il y a la moitié des routes qui n'ont pas de marquage propre. Et c'est normal parce que ça coûte cher, parce qu'il y a un vrai enjeu de maintenance et d'investissement de notre territoire. Et donc là, en fait, on posait une question simple qui est, mais finalement, cette mobilité autonome, si elle se développe, elle se développera sur quel type de territoire, sur quel type d'infrastructure? Qui voudra les payer? Pour quels services? Qui aura accès à cette mobilité autonome? Est-ce que ça sera simplement quelques grandes villes? Est-ce que ça sera des territoires plus larges? Et donc simplement de dire, en fait, là, c'est une question collective, politique, de long terme en plus,
qui échappe totalement aux innovateurs qui travaillent sur les véhicules et qui nous intéresse, nous, globalement. Et c'est à cette question qu'il faut répondre, et ensuite de se dire, peut-être qu'il y a des choses qu'on va faire avec la mobilité autonome qui seraient très intéressantes pour de la mobilité rurale, pour renforcer les transports en commun, pour l'autoroute, pourquoi pas, mais de le faire dans ce sens-là, et non pas en attendant simplement des véhicules qui vont débouler sur nos routes. Alors, ce raisonnement, d'une certaine manière, on peut l'étendre plus largement aux enjeux de mobilité. Je l'ai noté de cette manière-là, que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur où on a l'impression qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'innovations, mais notamment l'information grâce aux applications, tout un tas de nouvelles offres dans les centres urbains, et finalement, globalement, rien n'a changé en termes de mobilité. Je l'ai noté de cette manière-là. Waze ne va pas faire disparaître les embouteillages. Et bien sûr, Uber non plus. Ne foutre des vélos partout, à Paris ou ailleurs, ne remplacera pas le besoin de pistes cyclables. Et le covoiturage, qui est un enjeu pour les zones, un enjeu très fort, pour les zones périurbaines et rurales notamment, il a besoin d'un système d'intermodalité qui nécessite plus que des applications et des données. Et donc simplement, si on prend du recul après ces quelques années où il y a eu beaucoup de dynamisme sur ce sujet, on se rend compte qu'on a eu de l'optimisation à la marge dans certaines règles du jeu, mais qu'on n'a certainement pas changé les règles du jeu. Et pourtant, quand on voit nos objectifs énergétiques, nos objectifs écologiques et même sociaux, comme on a pu le voir ces derniers mois, il faut changer des règles du jeu, il faut des changements assez importants. Donc voilà, tout ça, je le disais en préambule, c'est un discours assez critique, simplement pour dire on est dans un monde, une société où on met sur un piédestal l'innovation, notamment l'innovation technologique, et qu'il faut la descendre de ce piédestal et de la faire dialoguer avec des enjeux territoriaux, d'aménagement, des enjeux sociaux, et que c'est à cette condition qu'on peut avoir des résultats vraiment intéressants. Et je vais finir sur ces éléments. Nous, on s'est rendu compte dans cette exploration que, notamment en travaillant avec des collectivités locales d'un peu toute taille, mais notamment les métropoles, une sorte d'obligation à être smart, innovant, numérique, comme si la ville, forcément, devait passer par les data et le numérique. Et nous, on a finalement fait un travail de dire, mais non, en fait, non. Il y a énormément de dynamiques que doivent gérer les élus sur leur territoire. Le numérique est un outil parmi d'autres et on ne doit certainement pas le mettre au centre de tout. C'est un outil qu'il faut savoir mobiliser, mais ce qu'on nous a vendu comme la Smart City optimisée et pilotée par les données n'est pas la ville de demain, elle ne le sera pas. Par contre, un usage raisonné sur la base des besoins d'un territoire, ça c'est tout à fait possible.